On ne va pas se transformer en association des anciens combattants communistes ou en association des anciens progressistes. Et qu'on sera capable de forger une relève et de nous ancrer dans les masses populaires et en particulier dans les nouvelles générations. C'est une vraie question parce qu'on peut effectivement se retrouver à ressasser un certain nombre de choses et de ne pas se donner les moyens de la victoire. Nous sommes dans une période historique qu'il est important de prendre en compte dans toute sa complexité, parce que si on ne le fait pas, inévitablement, nous avons au rendez-vous deux défauts qui sont aujourd'hui malheureusement assez massifs. Un premier défaut qui est le nihilisme, et moi j'entends de plus en plus des militants algériens, marocains, tunisiens dire on a tout essayé, regardez, même en Tunisie on n'y arrive pas, même avec ce formidable mouvement, et donc avec des explications qui commencent à renvoyer à nos peuples la responsabilité de nos échecs. Faisons extrêmement attention à cela. Il faut vraiment prendre en compte le rapport de force mondiale pour saisir, non pas pour ne pas nous autocritiquer, non pas pour enlever nos responsabilités, mais pour saisir à quelles tâches sont confrontés ceux qui veulent une perspective progressiste pour le Maghreb. Ça n'est pas une simple tâche d'émancipation nationale. C'est une tâche qui va beaucoup plus loin et qui se confronte au système impérialiste mondial. Et par conséquent, on ne peut pas dire, c'est pour ça que le terme révolution est inadéquat, le terme de post-révolutionnaire effectivement est plus adéquat parce qu'il y aura des flux et des reflux et il faut se préparer à des batailles de longue durée sur ces questions-là. Et le second danger qui nous guette aujourd'hui, eh bien c'est ce que j'appellerais la naïveté en politique ou la tentation spontanéiste. L'illusion que on va attendre la prochaine grande révolte en Algérie, la prochaine grande révolte en Tunisie, ou la prochaine grande révolte au Maroc, sauf que des révoltes, nos peuples en ont déjà eu. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la raison de l'échec, ce sont nos peuples. Des martyrs, il y en a par dizaines de milliers maintenant dans chacun des pays, si on cumule toutes les révoltes. Et donc il faut bien se poser la question de ce qui nous a manqué, puisque des révoltes, il y en aura d'autres. Comment on fait pour que dans les prochaines révoltes, eh bien, nous ayons comblé ce qui nous a empêchés de gagner dans les phases précédentes. Et je pense qu'il faut vraiment avoir le courage de poser ces questions-là parce que c'est une autocritique qu'on a à faire aussi. Une autocritique non pas pour se battre la coupe, mais pour pouvoir repartir à l'offensive. Alors, comprendre la situation économique, sociale et politique du Maghreb aujourd'hui, et en particulier, je vais parler de l'Algérie, de la situation algérienne, ça suppose de vraiment la resituer dans sa période historique. Et cette période historique, c'est encore la sortie du colonialisme. Parce qu'il y a là quelque chose de spécifique sur lequel nous ne pouvons pas copier, même si les théories restent les mêmes. Moi, je pense que le marxisme est applicable en Afrique, il est applicable au Maghreb, etc. Mais nous avons un effort d'appliquer à nos pays les outils émancipateurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas possibilité, depuis les débuts du capitalisme, il n'y a plus des histoires nationales séparées. Nous sommes dans un système impérialiste mondial, dans lequel l'émergence du capitalisme ici a signifié, a supposé, a eu comme condition de possibilité, comme nécessité, eh bien, le pillage, le vol, l'esclavage, le colonialisme. Et pour l'avenir, ben, ça veut dire qu'il n'y aura pas de sortie de la dépendance. Il n'y a pas d'indépendance nationale possible. Si ça s'arrête, ça fait justement l'indépendance nationale. S'il n'est pas posé la question de quel type de société. Autrement dit, nous savions déjà qu'il n'y avait pas de socialisme sans indépendance nationale, ça nous le savions. Et bien ce que nous pouvons dire aujourd'hui, après ces décennies d'expérience, de lutte et d'échec, c'est qu'il n'y a pas non plus d'indépendance nationale sans socialisme. Et je pense que ça, c'est vraiment une des conclusions importantes, parce que ça nous pose la question de comment on va s'organiser, non seulement pour organiser les luttes, mais avec quel type de projet de société. Et on voit bien que c'était une des limites dans nos différents pays. Alors, si on prend par exemple l'exemple de l'Algérie, on peut aborder, je voudrais souligner deux choses. D'abord, d'où nous partons. Qu'est-ce que ça a été que cette expérience qui, des années 70, a été perçue comme progressiste, etc. Qu'est-ce qui s'est passé et comment expliquer de manière matérialiste le retournement de la décennie 80, de la fin de la décennie 80? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel rôle l'islam politique a joué là-dedans? Et nous poser ensuite la question de où nous en sommes aujourd'hui et quelles sont les perspectives en reliant bien entendu cette dimension-là avec la question du Maghreb. Je voudrais rappeler pour bien repérer d'où nous partons, cette phrase de celui qu'on appelait le Lénine africain, Amilcar Cabral, un des personnes qui a tenté le plus, qui a été le plus loin dans l'analyse concrète des situations concrètes en Afrique. Il nous disait, dans les années 60, les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque, les chrétiens au Vatican,
et les mouvements de libération nationale à Alger. Alors c'est pas pour mettre en avant Alger, hein, c'est pas parce que je suis algérien, hein. C'est pas ça. Parce qu'en réalité, la spécificité algérienne, elle s'explique comment? Elle s'explique sur une dimension particulière, qui est le type de colonisation qu'il y avait en Algérie. D'une part, colonisation de peuplement, hein, c'était des départements français, et par conséquent, sortir de ce type de colonisation supposait une lutte radicale. Il n'y avait pas de sortie possible autrement. Et deuxièmement, dans le rapport de force des indépendances, pour garder les richesses pétro-gazières que l'on avait découvertes, eh bien, c'est très clair, on a eu des slogans différents qui sont apparus. Hein. Lorsque le combat a commencé en Asie, ça a été lâcher l'Asie pour garder l'Afrique. Lorsqu'il y a eu des indépendances, lorsqu'on s'est aperçu qu'on pouvait mettre des marionnettes à la tête des États d'Afrique subsaharienne, eh bien on a dit lâcher l'Afrique pour garder le Maghreb. Et lorsqu'on a vu que la solidarité de combat, des combattants tunisiens et marocains pouvaient menacer la présence française en Algérie, on a dit indépendance pour le Maroc et la Tunisie pour garder l'Algérie. Autrement dit, les Algériens se retrouvaient dans une situation particulière qui était que leur lutte ne pouvait pas être radicale. Sinon, il n'y avait pas de possibilité d'en sortir. C'est une lutte sanglante, c'est une lutte dans laquelle les masses se sont politisées. Ça a duré 8 ans. Et 8 ans de lutte armée, 8 ans de lutte sous toutes les formes, ça politise les masses, à tel point que, en 1962, tous les partis, je dis bien tous les partis, même les partis de droite, mettent le mot socialiste dans leur nom. Tous les partis politiques qui existent d'eux ont le terme socialiste. Front des forces socialistes, Parti de l'avant-garde sociale, tout le monde prétend construire une société socialiste. Socialiste d'Estonia. Oui, bien sûr, ça correspondait à ce rapport de force aussi-là de cette période-là. Mais si on regarde maintenant la situation des classes sociales, la colonisation de peuplement n'a pas permis l'émergence d'une bourgeoisie qui pourrait penser à un développement capitaliste autonome. Ça n'existait pas. Parce que la colonisation de peuplement ne laissait pas la place à cette bourgeoisie. Il restait quoi? Il restait les propriétaires agraires, qui avaient une certaine place. Il restait la petite bourgeoisie et la paysannerie pauvre et le prolétariat. Comme catégorie sociale qui a pris la direction, c'est la petite bourgeoisie. Et une des leçons qu'on peut tirer, et pour moi l'expérience tunisienne me fait vraiment mal au cœur parce que j'ai l'impression qu'on revit des choses de cette période-là, une des leçons de l'expérience algérienne, c'est que la petite bourgeoisie peut avoir des velléités momentanées de négocier avec l'impérialisme une place plus grande, peut même s'affronter à l'impérialisme sur tel ou tel aspect, mais qu'elle ne peut pas pousser jusqu'au bout le processus d'indépendance nationale. Et ce qui s'est passé en Algérie, c'est que cette petite bourgeoisie, à l'ombre de l'État, tout en mettant en place un véritable développement industriel autonome, on avait de vrais projets industriels autonomes, dans le même temps où elle mettait ça en place, eh bien, elle l'accumulait à l'ombre de l'État, jusqu'au moment où elle s'est sentie assez riche, où son accumulation primitive a été réalisée, et où ça ne l'intéressait plus d'être dans des sociétés, de s'enrichir à l'ombre de l'État, et où elle voulait faire, pour elle-même, sa propre accumulation. Et ça tombait au même moment où, au niveau mondial, l'impérialisme était de nouveau à l'offensive. Alors, il faut éviter, à ce niveau-là, toutes les erreurs. Première erreur, tout ce qui s'est passé en Algérie depuis 1962, ça n'a été que réactionnaire. C'est une erreur. Le rapport de force, la mobilisation des masses, a contraint à des plans de développement industriel, à des plans de redistribution. Ça n'est pas la classe dominante qui... non, c'est le rapport de force qui le permettait. Il faut regarder comment l'ambiance qu'il y avait lors des 1er mai en Algérie, dans toute l'Algérie. Il faut regarder la mobilisation dans les syndicats, etc. Il y avait un rapport de force au sortir de l'indépendance qui contraignait, quelle que soit la personne qui était au pouvoir, d'avoir une politique dans laquelle il y avait un minimum de dimension progressiste. Pendant cette période-là, on juste cité quelques chiffres pour vous souligner par rapport aux nihilistes, justement ceux qui disent oh, mais aujourd'hui c'est la même chose qu'en 70. La population féminine occupée, ayant un emploi, passe de 94 000 en 66 à 365 000 en 1989. De 1965 à 1976, près de 90 000 emplois par an créés. On passe d'une société qui était majoritairement agraire à une société qui commence à devenir industrielle. La hausse du niveau de vie, en moyenne, est de 5% pendant toute cette période-là, des années 65 à 75. Donc on a de vrais progrès, non pas parce que la petite bourgeoisie aime le peuple, mais parce que le rapport de force la contraignait à ce type de redistribution. Où en sommes-nous aujourd'hui pour montrer le décalage? On en est aujourd'hui avec des réserves de change de 194 milliards de dollars.
c'est énorme. Une dette extérieure qui est de 3,39 milliards de dollars seulement, et une absence d'industrialisation, une absence de politique offensive. Il y a l'argent pour permettre un développement autonome en Algérie. Ce sont donc des choix politiques d'une classe sociale qui est devenue une bourgeoisie au sens contemporain du terme. Ça n'est plus la petite bourgeoisie, elle a accumulé, qui est devenue une bourgeoisie. Là où la petite bourgeoisie, le plus loin où peut aller la petite bourgeoisie, c'est se transformer en bourgeoisie. Et c'est ça la principale leçon que l'on peut avoir. Alors, la seconde étape, eh bien, ça a été justement ce retournement.